Janvier 1942. Bletchley Park, en Angleterre. Un mathématicien de 24 ans est assis dans une chambre à l'arrière de la demeure victorienne, fixant des feuilles remplies de 0 et de 1. Rien n'y paraît logique, aucun motif, aucune organisation, seulement un chaos apparent. 3 mois plus tôt, on lui a confié cette séquence de clés, 4000 caractères de matériel chiffré, extraits des signaux radio allemands. Il s'agit du trafic crypté du réseau de communication personnelle d'Hitler, plus confidentiel que l'Enigma, bien plus élaboré que tout ce que les Britanniques ont pu affronter jusqu'alors. Tous les cryptologues chevronnés de Bletchley Park ont tenté de le percer. Tous ont échoué. Bill Tutt n'est pas censé se trouver là. Son tuteur à Cambridge estimait qu'il pourrait servir l'effort de guerre. Aussi l'ont-ils dépêché dans ce centre clandestin, au cœur de la campagne. Étudiant en chimie reconverti en mathématiques, fils d'un jardinier qui pédalait 18 miles chaque jour pour se rendre à l'école, faute de pouvoir payer le billet de train. Alan Turing l'avait déjà écarté de l'équipe Enigma, jugeant qu'il n'était pas indispensable. On lui a donc assigné cette énigme insoluble, un chiffrement protégeant les ordres les plus secrets d'Hitler. Une machine inconnue des Britanniques, jamais saisie, jamais analysée. Un système de chiffrement par imprimante télégraphique d'une complexité mathématique qui rend l'Enigma enfantin en comparaison. Bill Tutt inscrit les caractères de la clé sur du papier millimétré en rangées de longueurs variées. 40 rangées, 41, 42. Il compte les pointes et les croix. Il évalue les fréquences statistiques. Il reste des heures, le regard perdu, tripotant son crayon pendant que les collègues passent, se demandant s'il bosse vraiment. Je ne peux pas dire que j'avais grande confiance en cette méthode, écrira-t-il plus tard. Mais je jugeais préférable de faire semblant d'être occupé. Som beste verdet. 3 mois de ce régime, jour après jour, sous les yeux des collègues qui l'observent fixer le vide. Les supérieurs se demandent s'ils n'ont pas gâché le temps de tout le monde. Lorsque les rangées comptent présenter précisément 41 caractères, des motifs se dessinent. Pas des motifs parfaits, mais des structures statistiquement notables, au-delà du pur hasard. Une empreinte mathématique indécelable à l'œil nu, mais évidente dans les chiffres. Bill Tutt prend conscience de quelque chose qui va modifier le cours de la guerre. Il observe la production d'une machine dotée de 12 roues rotatives. Il n'en a jamais vu une. L'Allemagne n'en a pas perdu une au profit des Britanniques. Aucune notice, aucun schéma, aucun rapport d'espionnage n'en décrit le fonctionnement. Pourtant, au cours des 2 mois suivants, par une déduction mathématique pure, Bill Tutt va reconstruire de fond en comble l'architecture de la machine de chiffrement la plus secrète d'Hitler. Il révélera chaque roue, chaque réglage de goupille, chaque opération logique. Il offrira aux Britanniques la capacité de déchiffrer les communications personnelles d'Hitler à ses maréchaux de terrain, les ordres stratégiques sur les défenses du jour J, les comptes rendus détaillés sur les fortifications du mur de l'Atlantique, les déplacements de troupes, les soucis d'approvisionnement, tous ces renseignements contribueront à raccourcir la Seconde Guerre mondiale en Europe d'environ 2 ans. Ils sauveront des centaines de milliers de vies. Ils rendront possible la création du premier ordinateur électronique programmable au monde, une invention si confidentielle
que Churchill ordonnera sa destruction après le conflit. Bill Tutt gardera le secret pendant 50 ans. Tandis qu'Alan Turing accède à la célébrité, que le jeu de l'imitation remporte des Oscars, que le monde honore l'énigma et occulte l'exploit bien plus considérable. Voici l'histoire du plus grand tour de force intellectuel de la Seconde Guerre mondiale. Voici comment le fils d'un jardinier à vélo est devenu le cryptologue qui a brisé le chiffrement jugé inviolable d'Hitler. On affirmait que c'était impossible. On le lui a confié parce que tous les autres avaient capitulé. Il l'a accompli malgré tout, le 14 mai 1917 à Newmarket, dans le Suffolk. William Thomas Tutt voit le jour à Fitzroy House, sur Blackbird Lane. Son père est jardinier aux écuries de course. Sa mère est femme de ménage. Ce n'est pas une famille influente, pas une famille aisée, pas une famille qui fournit des mathématiciens à Cambridge. Son père entretient les domaines d'autrui. Sa mère astique les maisons des autres. Quand Bill a 3 ans, il déménage à Mooker, dans le Yorkshire. Perché sur la lande, dominant la rivière Esk près de Whitby. Des années plus tard, Bill décrira cet endroit comme son jardin d'Éden. Il se souvient des fleurs sauvages, du ciel infini, de cette impression que le monde dépasse le village, où travaille son père. La famille déménage encore. Ils s'installent à Chevley, 3 miles à l'est de Newmarket, dans une chaumière en silex, accessible par un sentier longeant une église vieille de 600 ans. Bill fréquente l'école du village. Petite classe, programme basique. Mais l'école possède une encyclopédie pour enfants, et Bill dévore chaque tome. Il se passionne pour les nombres premiers, l'astronomie, les motifs de la nature. À 10 ans, le directeur accorde une demi-journée de vacances à toute l'école. Quand Bill réussit l'examen de bourse pour la Cambridge and County High School for Boys. Il y a 15 miles de Newmarket à Cambridge, trop loin, décident des parents. Trop coûteux, ils le gardent à la maison 1 an. À 11 ans, il cède, mais il n'y a pas d'argent pour le billet de train quotidien. À 11 ans, Bill Tutt entreprend donc de faire l'aller-retour à vélo, soit 18 miles par jour pour se rendre à l'école, 3 miles de Chevley à Newmarket, suivi de 15 autres, jusqu'à Cambridge. Par beau temps, il parcourt toute la distance à bicyclette. Quand il pleut ou qu'il neige, ses parents rassemblent de quoi payer le train, mais il doit ensuite marcher 1 mile depuis la gare, pour un total de 36 miles aller-retour. Jour après jour, pendant 6 années, il pédale en transportant ses livres scolaires. Les autres élèves de la Cambridge and County High School for Boys n'arrivent pas à vélo après un trajet de 3 heures. Eux viennent de familles cambridgiennes respectables. Pourtant, Bill s'illustre brillamment. Dans la bibliothèque, il découvre les ouvrages de Puppy-Huff, Puss y Purvey. Rose-Ballon, ses divertissements mathématiques, ainsi que des essais sur la théorie des graphes, les énigmes numériques ou les paradoxes mathématiques. Il les dévore de la première à la dernière page. Initialement, il envisage d'étudier la chimie à l'université, un choix qui paraît concret. Mais dès 15 ans, il sent qu'il aspire à décrypter les motifs, les architectures, ces lois invisibles qui régissent les systèmes. En 1935, à 18 ans, Bill remporte une bourse pour Trinity College à Cambridge. Pas une seule, mais 3. Une bourse d'État, une du collège et une subvention du comté. Autant de distinctions nécessaires pour compenser ce que les familles aisées
des bourses, sans y songer. Un fils de jardinier, issu d'un modeste cottage villageois, n'entre pas à Trinity sans ses aides. Bill pose ses valises à Cambridge en 1935. Il suit les sciences naturelles avec une spécialisation en chimie. En 1938, il obtient les honneurs de première classe. Il publie 2 articles en chimie. Ses professeurs le voient doté d'un bel avenir, mais les mathématiques exercent sur lui une attraction irrésistible. Il rencontre 3 autres étudiants, Leonard Brooks, Cedric Smith et Arthur Stone. Ensemble, ils s'attaquent à un problème renommé « squaring the square », c'est-à-dire paver un carré avec des carrés plus petits, tous de taille distincte. Bill le reformule en termes de théorie des réseaux électriques. Ils y parviennent. Leur découverte paraissait neuve en 1940 dans le Duke Mathematical Journal sous le pseudonyme commun de Blount Deart. Fin 1940, Bill opte officiellement pour les mathématiques au lieu de la chimie. Il rédige une thèse, bâtit une notoriété et se fait remarquer comme un esprit capable de repérer des schémas que les autres ignorent. Septembre 1939. Hitler envahit la Pologne. La Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Le Government Code and Cipher School, l'organisation ultra-secrète britannique de décryptage, quitte Londres pour s'installer dans un manoir victorien du Buckinghamshire, nommé Bletchley Park. Il recrute des mathématiciens, des champions d'échecs, des linguistes, quiconque sait déceler des régularités dans le désordre. Bill Tutt ignore l'existence de cet endroit. Il peaufine sa thèse de mathématiques à Cambridge, quand son tuteur, Patrick Duff, lui glisse qu'il pourrait servir l'effort de guerre. Duff décèle dans l'article de Bill sur le squaring the square une aptitude à structurer ce qui semble chaotique aux autres. En janvier 1941, on l'envoie à Londres pour un stage de formation. Il y assimile des méthodes pour casser les chiffrements polyalphabétiques. L'examen de Karczewski, une technique pour identifier les longueurs de clés en repérant les séquences répétées, la reconnaissance de motifs, l'analyse statistique. Puis en mai 1941, à 23 ans, Bill Tutt débarque à Bletchley Park. Le domaine s'étend sur 58 acres. Des cabanes en bois parsèment le terrain. Des milliers de personnes y œuvrent dans un secret absolu. Toute discussion sur le travail en dehors de ces grilles entraîne la prison. Révéler les activités relève de la trahison. Bill intègre la section recherche, opérant dans les chambres arrière du manoir et dans la U5. Sa première mission, le chiffre naval italien. Un travail cryptographique classique, essentiel, sans être novateur. Puis, à l'été 1941, le mot « poisson » surgit dans une conversation. Ce n'est pas une sorte de code, c'est une classification. Les Britanniques l'ont baptisé ainsi car les décryptages Enigma indiquaient que les Allemands nommaient leur système de téléimprimante sans fil Sagefish ou Six Poissons. Du coup, les Britanniques ont affublé tout le trafic chiffré allemand par téléimprimante de noms de poissons. Tunny, Sturgeon, Brim. Tunny est le plus crucial, le stratégique, celui qui véhicule les messages personnels d'Hitler. Les opérateurs radio l'ont capté pour la première fois en 1940. Des signaux étranges, plus rapides que le code Morse. Des policiers surveillant la côte sud de l'Angleterre
pour intercepter des émissions d'espions l'ont qualifié de « nouvelle musique ». Ils n'en connaissaient pas la nature. En 1941, les Britanniques comprennent qu'il s'agit d'un système de téléimprimante chiffrée. Contrairement à Enigma, qui repose sur le morse avec un alphabet de 26 lettres, celui-ci emploie le code Baudot, 32 symboles encodés en 5 pi de données. Il est diffusé par radio à une vitesse 3 à 4 fois supérieure au morse. Les Britanniques le interceptent sur un site appelé Knockholt Pound, dans le Kent, et d'ici 1943, 800 personnes y travailleront avec 30 récepteurs, équipés d'appareils spéciaux pour saisir des signaux trop vifs pour être lus par des humains. Ce trafic relie le haut commandement d'Hitler à Wolfschanz-Pepe, près de Berlin, aux commandants des groupes d'armées à travers l'Europe occupée. Des messages signés Adolf Hitler-Führer, des ordres stratégiques, des plans opérationnels, les communications militaires, les plus élevés de la machine de guerre allemande. Et c'est totalement indéchiffrable. Les Britanniques n'ont aucune idée de la méthode d'encryption des Allemands. Ils ont saisi des machines Enigma. Ils en ont inspecté le câblage. Ils connaissent le fonctionnement des chiffres rotatifs. Mais celui-ci est différent, bien plus sophistiqué, totalement impénétrable. Puis, le 30 août 1941, un opérateur allemand à Athènes commet une erreur désastreuse le 30 août 1941. Un opérateur radio allemand basé à Athènes expédie un long message à Vienne, environ 4000 caractères. Du trafic stratégique remontant la hiérarchie militaire. L'opérateur de Vienne répond par l'équivalent de « Je n'ai pas reçu. Renvoyez-le ». Les deux opérateurs remettent leur machine bâton chiffrée sur la même position initiale. C'est déjà une infraction flagrante aux règles. On ne réutilise jamais les mêmes réglages de clés, mais ils le font quand même. L'opérateur d'Athènes recommence à taper manuellement le message de 4000 caractères. Et il s'agace car saisir autant de signes sur un téléimprimeur est une tâche fastidieuse. Du coup, il prend des raccourcis. Sprue number, message number devient simplement SPRU. Des abréviations du même genre surgissent un peu partout. Le deuxième message se retrouve environ 500 caractères plus court que le premier. C'est une catastrophe à cause du mécanisme du chiffrement. Quand on crypte deux messages distincts avec la même clé exacte, les mathématiques révèlent les deux textes en clair. Les deux textes chiffrés, xorés ensemble, annulent la clé. Il ne reste que la différence entre les deux messages. Les Britanniques interceptent les deux envois. Ils repèrent aussitôt qu'il s'agit d'une depth, deux messages avec la même matière de clé, mais ils n'arrivent toujours pas à les déchiffrer. Ils les transmettent au brigadier John Tiltman. C'est l'un des cryptanalystes les plus doués de Bletchley Park, de l'ancienne génération, formé à l'école classique, expert en langue et en motifs. Tiltman y consacre 10 jours. Il emploie des cryptes, ces phrases militaires allemandes présumées comme Romains, abréviation de numéral romain, et Kant Nictra. Pas question de retraite. Il tire parti des abréviations. Il décortique progressivement les deux textes en clair, deux messages allemands entiers. 4000 caractères de trafic opérationnel en allemand pur. Il XOR chaque texte clair avec son texte chiffré. Cela lui fournit 4000 caractères de la sortie brute de clé de la machine. Il observe la clé. Il cherche des motifs. Il n'en trouve pas.
elle paraît aléatoire, complètement aléatoire. D'autres membres de la section de recherche s'y attaquent. Pendant 3 mois, les meilleurs cryptanalystes de Bletchley Park scrutent ce keystream récupéré. Ils testent toutes les méthodes qu'ils maîtrisent. Ils traquent les périodicités. Ils sondent les structures. Ils procèdent à des analyses de fréquences. Rien n'y fait. En octobre 1941, le major Ralph Tester, chef de la section de recherche, entre dans la chambre du fond où travaille Bill Tutt. Il lui tend une copie du keystream. Voyez ce que vous pouvez en tirer. Bill Tutt contemple 4000 caractères de 1 et de 0. Il n'a reçu aucune formation cryptographique formelle au-delà de son bref cours à Londres. Il est à Bletchley Park depuis 5 mois. Il n'a jamais vu la machine allemande. Il n'a pas de rapport d'intelligence sur sa conception. Pas de matériel capturé. Pas de manuel. Juste 4000 caractères qui ressemblent à du bruit. Il se souvient d'une chose de son cours de formation. L'examen de Kaczynski. On inscrit les caractères en rangée sur du papier millimétré avec des longueurs de rangée variées. On repère les répétitions dans les colonnes. Quand on tombe sur la bonne longueur de rangée, des motifs apparaissent car on a aligné la période de la clé. Mais il y a un obstacle. La période de la clé pour ce chiffrement est d'une longueur astronomique. Si Bill applique l'examen de Kaczynski sur des caractères complets de 5 bits, il ne découvrira jamais rien. Il prend donc une décision cruciale. Il décompose les caractères de 5 bits en impulsions distinctes, 5 flux de bits parallèles, et il applique l'examen de Kaczynski à des bits individuels, comme il l'écrira plus tard. Openpo? Je ne peux pas prétendre que j'avais grande confiance en cette méthode, mais je trouvais préférable de paraître occupé. D'octobre 1941 à janvier 1942. Bill Tutt reste assis dans une chambre de fond à Bletchley Park, entouré de feuilles, de papier millimétré. Il trace la première impulsion, le premier bit de chaque caractère de clé, en rangées de longueurs diverses, 20 rangées, 30 rangées, 35 rangées. Il compte combien de fois la même valeur réapparaît dans chaque colonne. Il évalue si les répétitions sont plus fréquentes que ce que le hasard prévoyait. Rien. Pas de motif, pas de structure. Il tente 39 rangées, 40 rangées, toujours rien. À 41 rangées, des motifs surgissent. Pas des motifs parfaits, mais des motifs statistiquement significatifs. Quand il aligne la première impulsion en rangée de exactement 41 caractères, certaines colonnes affichent plus de points que de croix, plus que le hasard, plus que la coïncidence. Bill Tutt comprend qu'il observe un composant de la clé de chiffrement qui se répète tous les 41 caractères, une roue à 41 positions. Mais le motif n'est pas net. Si la clé n'était que ce composant, le motif serait impeccable. Le fait qu'il soit brouillé indique une seconde composante qui interfère, une seconde couche de chiffrement. Il en déduit que cette seconde composante ne progresse pas à chaque caractère. Elle avance de façon irrégulière. Parfois elle change, parfois non. C'est la percée. Il a identifié un système à 2 couches. Un composant, disons chi, qui avance régulièrement à chaque caractère. Un second composant, disons PSI, qui avance par intermittence. Et il faut bien un troisième élément, les roues motrices, qui déterminent les moments où PSI avance. Au cours des 2 mois suivants, Bill et les autres membres de la section de recherche décèlent l'architecture complète.
La machine de chiffrement comporte 12 roues. 5 roues G qui avancent systématiquement à chaque caractère. Qui serait pour 5 roues Psi qui progressent de concert mais de manière sporadique. 2 roues motrices qui régulent les déplacements des roues Psi. Les roues Chi offrent respectivement 41, 31, 29, 26 et 23 positions. Les roues Psi en comptent 43, 47, 51, 53 et 59. Les roues motrices 61 et 37. Ces chiffres sont tous premiers entre eux, sans facteur commun, ce qui empêche la séquence de clés de se répéter avant un nombre astronomique de caractères. Au total, 5001 réglages de broche sur l'ensemble des 12 roues. Bill Tutt n'a jamais eu cette machine sous les yeux. L'Allemagne n'en a jamais perdu une au profit des Alliés. Pas de plan, pas de rapport d'espionnage, pas de schéma technique. Il a reconstitué toute la structure par une analyse mathématique pure du flux de clés. Ses collègues, qui l'observaient, se souviennent de lui fixant le vide pendant des heures. L'un d'eux racontera plus tard. Il le voyait regarder au loin et lui demander ce qu'il fabriquait, pensant qu'il ne bossait pas. Il répondait « Je pense ». Des années après, Bill évoquera cet épisode avec son humour pince sans rire habituel. Je suppose qu'on m'aurait dit avoir craqué la clé par un raisonnement analytique pur. En réalité, on a cru à un coup de chance immérité. Il y a sûrement une leçon à en tirer. Mais décortiquer la structure de la machine ne suffit pas. Il reste à déterminer les réglages des roues pour chaque message distinct, les positions initiales, les motifs de broche. C'est là le vrai travail de renseignement. Bill met au point une méthode statistique baptisée la rupture 1+2. Elle tire parti d'une faille dans les habitudes allemandes d'approche de clés. Quand on XOR des caractères consécutifs, processus dit de différenciation, les points tendent à s'enchaîner avec des points, et les croix avec des croix, plus fréquemment que le hasard ne le voudrait. Ce léger biais statistique laisse une empreinte. Si l'on devine les bons réglages des roues Chi et qu'on les applique au message, le texte chiffré différencié révèle un excès significatif de points. Des réglages erronés génèrent juste du bruit aléatoire. L'espace de recherche demeure immense, environ 1900 essais par message, mais c'est faisable mathématiquement. À la main, il faut 4 à 6 semaines pour en décrypter un seul. À ce stade, l'information est périmée. La bataille décrite est finie. Les divisions ont bougé. Les ordres ne valent plus rien. Bill Tutt a percé la machine. Mais pour remporter la guerre, il faut automatiser l'assaut. Il faut concevoir un ordinateur. Max Newman est un mathématicien à Bletchley Park. Il saisit la méthode statistique de Bill. Il la juge solide en théorie, mais inapplicable sans mécanisation. Il conçoit une machine pour industrialiser l'attaque. Il la nomme Heath Robinson, d'après le dessinateur célèbre pour ses gadgets farfelus et surcompartimentés. Elle repose sur du ruban papier et des interrupteurs électromécaniques. Elle valide le principe, mais reste lente. Les rubans papier se décalent, les pièces lâchent. Newman cherche un ingénieur capable de faire mieux. Alan Turing suggère Tommy Flowers. Thomas Harold Flussers est né le 22 décembre 1905. Fils d'un maçon, il a grandi dans l'East End de Londres.
sans privilège ni piston familial. Il a décroché son diplôme d'ingénieur en cours du soir, tout en travaillant à plein temps. En 1941, il dirige le groupe de commutation à la station de recherche des postes de Dollis Hill, au nord de Londres. Il a innové avec les tubes à vide, les valves thermioniques dans les systèmes de commutation téléphonique. Il sait un truc que les chefs de Bletchley Park refusent d'admettre. Si on laisse les valves alimenter en continu au lieu de les allumer et éteindre, elles sont d'une fiabilité à toute épreuve. Newman présente la machine Heath Robinson à Flowers. Il décrit le souci, la synchro du ruban papier, les lenteurs mécaniques, l'urgence de vitesse. Flowers avance une idée audacieuse. Au lieu de lire les motifs des roues SJ sur un second ruban papier, les générer électriquement dans la machine même, employer des tubes à vide pour mimer les roues, virer le second ruban. La direction de Bletchley Park écarte sa proposition. Trop de valves, affirme-t-il. Ça plantera tout le temps. Les tubes crament, la bête sera plus souvent HS qu'en marche. Flowers ne discute pas. Il retourne à Dollis Hill et se lance dans la construction quand même, avec les ressources des postes, un peu d'argent de sa poche, une équipe rassemblée, dans le plus grand secret. 11 mois plus tard, en novembre 1943, Flowers livre un prototype fonctionnel. Il intègre 1500 tubes à vide. Il lit le ruban papier à 5000 caractères par seconde, 5 fois plus vite que Heath Robinson. Il l'essaye à Dollis Hill. Ça roule. Il l'achemine à Bletchley Park. Il l'installe dans une pièce dédiée. Il lance les algorithmes statistiques de Bill Tutt sur du trafic allemand intercepté. Ça marche. Il le baptise Colossus. Le Colossus Mark I entre en service en février 1944. Mais Flowers se lance sans attendre dans la construction d'une version améliorée. Le Colossus Mark II compte 2400 tubes à vide et offre une vitesse 5 fois supérieure à celle du Mark I. Son débit de traitement effectif atteint 25 000 caractères par seconde. Plus tard, Flowers se souviendra d'avoir entendu « Si nous ne pouvions pas faire fonctionner la machine d'ici le 1er juin, ce serait trop tard pour qu'elle serve à quoi que ce soit. » Ils font allusion au jour J. Flowers ignore la date précise, mais il sait que l'invasion de l'Europe approche. Il comprend que Colossus doit être opérationnel à temps pour déchiffrer les communications stratégiques de Hitler concernant les défenses du mur de l'Atlantique. Le Colossus. Mark II entre en service le 1er juin 1944, soit 5 jours avant le jour J. À la fin de la guerre, 10 machines Colossus tournent en continu à Bletchley Park. Elles appliquent la méthode statistique de Bill Tutt à une vitesse électronique. Elles éliminent le chiffrement Shy-Wheel des messages interceptés. Les textes partiellement déchiffrés sont ensuite transmis à la testry, une équipe d'analystes cryptographiques manuels qui achève le décryptage final. Entre novembre 1942 et le 8 mai 1945, jour de la VE, Bletchley Park parvient à décrypter 13 588 messages. L'Orange, soit 63 millions de caractères des communications stratégiques de plus haut niveau de Hitler. En fin de conflit, ils réussissent à casser environ 90% du trafic Tunis sélectionné. Ce renseignement modifie tout.
juin 1944. Les planificateurs de l'invasion alliée ont besoin de connaître les positions défensives allemandes. Ils requièrent des informations précises sur les emplacements des unités, la puissance des divisions, les détails des fortifications. Sans cela, le jour J est un échec. Les décryptages Lorient fournissent ces renseignements. Le 6 juin 1944, Bletchley Park a identifié l'ensemble des 58 divisions allemandes en France et dans les Pays-Bas. Ils savent où se trouve chaque division. Ils suivent les déplacements grâce aux messages déchiffrés de Lauren sur le lien Jellyfish, le circuit reliant le quartier général de Paris du maréchal von Rundstedt à Berlin. Un décryptage spécifique révèle que la 91e division Lofteland se déplace vers la péninsule du Cotentin, droit dans les zones de largage prévues pour les troupes aéroportées américaines. Les commandants américains adaptent leur plan en conséquence. Peut-être le plus précieux, le rapport d'inspection d'Owen M. Efflel, Préempéfen. Un message exceptionnellement long, d'environ 70 000 caractères, décrivant chaque élément des défenses du mur de l'Atlantique, la largeur des fossés anti-chars, la quantité de fils de fer barbelés, l'espacement des obstacles sur les plages, les positions d'artillerie, les emplacements des points forts. Le lieutenant de l'armée américaine Arthur Levinson, qui a travaillé sur le trafic de Lorraine, se rappellera plus tard que R.M.L. avait été nommé inspecteur général de l'Ouest et qu'il avait examiné toutes les défenses le long des plages de Normandie, avant d'envoyer un message extrêmement détaillé. C'était un rapport sur l'ensemble des défenses occidentales, la largeur des tranchées en V pour arrêter les tanks, la quantité de fils de fer barbelés. C'était tout, et nous l'avons décrypté avant le jour J. Grâce au décryptage britannique, ils connaissaient l'ensemble du système défensif avant le débarquement. Les renseignements de Lorraine confirment aussi que l'opération Fortitude, le plan de tromperie, fonctionne à merveille. Les Allemands s'attendent à ce que l'invasion principale vise Pas-de-Calais et non la Normandie. Le 1er juin 1944, l'ambassadeur japonais en Allemagne, Hiroshi Oshima, rencontre Hitler. Il adresse à Tokyo un rapport détaillé sur la vision stratégique de Hitler. Les Britanniques l'interceptent et le déchiffrent. Le message d'Oshima cite Hitler, affirmant qu'il anticipe des attaques de diversion contre la Norvège, le Danemark, le sud de la France et la côte méditerranéenne. L'assaut principal, selon Hitler, traversera le détroit de Douvres. Hitler maintient des réserves puissantes près de Calais pendant 7 semaines après le jour J. Le plan de tromperie initial n'avait besoin de tenir que 2 semaines. Il persiste 7 semaines parce que Hitler interprète la situation exactement comme les planificateurs alliés le souhaitaient. Le général George Marshall déclarera plus tard que l'ambassadeur Oshima représentait notre principale source d'information sur les intentions de Hitler en Europe. Au-delà du jour J, les renseignements de Lorraine influencent l'ensemble de la guerre en Europe. Lors de la bataille de Koursk en juillet 1943, la connaissance anticipée de l'ordre opérationnel numéro 6 de Hitler pour l'opération Citadelle permet aux Soviétiques de préparer des positions défensives dévastatrices. Les Allemands perdent leur dernière initiative stratégique majeure sur le front de l'Est. Les décryptages confirment que la désinformation alliée embrouille les Allemands sur la Sicile. Ils montrent
que la campagne italienne immobilise avec succès des divisions dont l'Allemagne a désespérément besoin ailleurs. À la mi-1944, le renseignement ultra issu à la fois d'Enigma et de Lorraine est si exhaustif qu'il permet au quartier général d'Eisenhower de suivre l'ordre de bataille allemand en temps quasi réel. Sir Harry Insley, vétéran de Bletchley Park et historien officiel, écrira plus tard qu'Ultra a raccourci la guerre d'au moins 2 ans, et probablement de 4. Cela concerne l'ensemble du renseignement ultra, Enigma et Lorraine réunis. Mais Lorraine transporte le matériel stratégique, les ordres opérationnels de haut niveau, les renseignements que façonnent les campagnes, et pas seulement les batailles. Le capitaine Jerry Roberts, l'un des derniers codebreakers de Lorraine encore en vie, l'a dit sans détour. Alan Turing a peut-être sauvé la Grande-Bretagne de la défaite lors de la bataille de l'Atlantique en 1941, quand nous étions seuls. Mais Bill Tutte a raccourci la guerre en Europe d'environ 2 ans, sauvant d'innombrables vies. Pendant près de 50 ans, presque personne n'en a eu connaissance. Le 8 mai 1945, la victoire en Europe est proclamée. Winston Churchill prononce un discours. Il remercie les forces armées. Il loue la Royal Air Force. Il rend hommage aux soldats qui ont combattu en France et en Allemagne. Il passe sous silence Bletchley Park. Il ne peut pas en parler, car le site reste classé secret. L'Allemagne capitule, mais l'Union soviétique continue d'utiliser un chiffrement de type Lorentz sur ses téléscripteurs. Churchill ordonne la destruction de 8 des 10 machines Colossus en morceaux ne dépassant pas la taille d'une main. 2 d'entre elles sont discrètement maintenues en fonctionnement pour le décryptage pendant la guerre froide. Tommy Flowers reçoit l'instruction de brûler toute la documentation. Plus tard, il se souvient. J'ai pris tous les schémas, les plans et toutes les informations sur Colossus écrites sur papier. Je les ai jetés dans le feu de la chaudière et je les ai regardés se consumer. Le gouvernement lui verse 1000 livres pour l'invention du premier ordinateur électronique programmable au monde. Une somme inférieure à ce qu'il a personnellement investi dans sa construction. Par la suite, quand il demande un prêt bancaire pour lancer une entreprise informatique, la banque refuse, faute de preuves, qu'il ait déjà construit un ordinateur. Les documents sont classifiés. Il ne peut rien leur montrer. Bill Tutte rentre à Cambridge. Le Trinity College lui accorde une bourse de recherche en mathématiques, bien qu'il n'ait aucune qualification formelle en la matière. Sa réputation acquise pendant la guerre au sein des cercles initiés suffit. Il obtient son doctorat en mathématiques en 1948. Puis il accepte l'invitation de H.S.M. Coxeter pour rejoindre l'Université de Toronto. En 1949, il épouse Dorothea Geraldine Mitchell, en Ontario. En 1962, il intègre la jeune Université de Waterloo. Il contribue à la création du département de combinatoire et d'optimisation. Il s'impose comme l'un des mathématiciens les plus éminents en théorie des graphes et en théorie des matroïdes. Il publie 168 articles. On le qualifie de pionnier le plus influent en théorie des matroïdes. Son collaborateur le plus proche à Waterloo est Don Younger. Ils randonnent ensemble pendant des décennies. Younger se remémore plus tard. C'était un homme plutôt discret, et moi je suis curieux de nature.
Pourtant, au fil de toutes ces années de marche commune, il ne m'a jamais révélé le secret de ses activités pendant la guerre. La famille de Bill l'ignore. Sa nièce sait qu'il a travaillé à Bletchley Park, mais pas sur quoi exactement. La loi sur les secrets officiels rend la divulgation de son œuvre passible de trahison. Il voit Alan Turing accéder à la célébrité. Il observe Gordon Brown présenter des excuses publiques pour la persécution de Turing. Il suit les Oscars de The Imitation Game. Il reste muet. Enigma est déclassifié dans les années 1970. F. W. Winterbottom publie The Ultra Secret en 1974. Andrew Hodges sort Alan Turing, The Enigma, en 1983. La légende de Turing s'amplifie, mais Lorenz demeure secret tout au long de la guerre froide, car Colossus fonctionne encore, les Soviétiques exploitant des systèmes analogues et révéler la capacité britannique à casser le chiffrement des téléscripteurs compromettrait les opérations de renseignement en cours. Vers 2000, le secret est enfin levé. Le rapport général sur Tony, un document technique de 500 pages de l'époque de guerre, est déclassifié. Un article de New Scientist en 1997 attire l'attention. En 2011, un documentaire de la BBC intitulé Codebreaker, Bletchley Park's Lost Heroes relate l'histoire. Il remporte 2 BAFTA. Quand la vérité éclate enfin, Dan Younger décrit la réaction de Bill. Il a dit que pouvoir enfin raconter son histoire levait une immense pression qui pesait sur lui depuis toutes ces années. Il souhaitait être honoré pour ses contributions. Il a eu la chance de vivre assez longtemps pour partager ce récit et en obtenir la reconnaissance. En octobre 2001, 7 mois avant sa mort, Bill Tutte est nommé officier de l'Ordre du Canada. La citation souligne l'une des plus grandes prouesses intellectuelles de la Seconde Guerre mondiale. Il n'a jamais reçu d'honneur d'État britannique de son vivant. Le 2 mai 2002, Bill Tutte s'éteint à Kitchener-Waterloo à 84 ans, 12 jours avant son 85e anniversaire. Insuffisance cardiaque congestive aggravée par un lymphome. Les 2 diagnostics sont posés dans les 6 semaines précédant son décès. En 2012, le Premier ministre David Cameron adresse une lettre à la famille de Tutte. Nous ne devrions jamais oublier à quel point nous avons eu de la chance d'avoir des hommes comme le professeur Tutte dans notre heure la plus sombre, et l'ampleur de leur travail, qui non seulement a protégé la Grande-Bretagne elle-même, mais a sauvé d'innombrables vies. En 2014, une sculpture commémorative est inaugurée à Newmarket. Une exposition à Bletchley Park se tient de 2017 à 2019. En 2025, la Royal Mail émet un timbre en son honneur. C'est la première reconnaissance publique de ce titre de la part du gouvernement britannique. 57 ans après la fin de la guerre, Colossus n'était pas seulement une machine de décryptage, c'était le premier ordinateur électronique numérique programmable au monde. Pas le premier ordinateur. Des calculateurs mécaniques existaient déjà. Pas le premier calculateur électronique. Des circuits à tubes à vide avaient vu le jour, mais la première machine associant programmabilité, vitesse électronique et fonctionnement numérique pour résoudre des problèmes complexes. Cette précision est essentielle, car Colossus n'était pas à usage général.
Il était conçu spécifiquement pour l'analyse cryptographique. Il ne reposait pas sur un programme stocké. Il l'avait programmé à l'aide de tableaux de prise et d'interrupteurs, sans charger de logiciel depuis une mémoire. Mais il devança l'ENIAC, le premier ordinateur électronique polyvalent, d'environ 2 années. L'ENIAC ne fut achevé qu'à la fin de 1945. Du fait de la classification secrète de Colossus, ce fut l'ENIAC qui fut crédité comme le premier pendant des décennies. Les manuels d'informatique se trompaient, car la vérité demeurait cachée. Max Newman emporta des idées expurgées de Colossus à l'université de Manchester après la guerre, ce qui influença directement le Manchester Baby en 1948, l'un des premiers ordinateurs à programme stocké. Tommy Flowers, lui, n'emporta rien. Il incendia les documents. Il assista à la réinvention par d'autres de ce qu'il avait déjà réalisé. Il s'éteignit en 1982 à 92 ans, ayant reçu bien moins de reconnaissance que son œuvre ne le méritait. Bill Tutt n'a pas construit Colossus, mais cette machine existe grâce à sa méthode statistique. Elle automatise son algorithme. Elle exécute ses calculs mathématiques à la vitesse de l'électronique. C'est un instrument conçu pour mettre en œuvre son intuition. Et parce que Churchill ordonna la destruction des machines, l'incendie des archives et le maintien du secret, le monde oublia. Cette histoire porte en elle une leçon sur la persévérance, sur la capacité à déceler des motifs que d'autres ignorent, sur une compétence discrète qui ne réclame pas d'éloge. Mais elle interroge aussi notre façon de conserver l'histoire. Comment les récits classifiés s'effacent? Comment ceux qui ne peuvent parler de leurs exploits tombent dans l'oubli, tandis que ceux qui écrivent des livres accèdent à la légende? Bill Tutt n'avait pas besoin d'être honoré. Son collègue Dan Younger racontait qu'il adorait les fleurs sauvages, qu'il s'imprégnait de l'émerveillement de la nature lors de leurs randonnées, qu'il était savant en histoire, en astronomie, dans presque tous les domaines du savoir humain, et qu'il était toujours plaisant de l'accompagner. C'était un homme discret, qui accomplit une prouesse exceptionnelle avant de reprendre sa vie de mathématicien. Il publia des articles sur la théorie des graphes, il guida des étudiants, il randonnait en Ontario, Minan. Il jardinait avec son épouse. Et lorsque le secret fut enfin révélé, lorsque l'on comprit enfin sa contribution, il survécut juste assez pour narrer son parcours, pour être salué, pour savoir que son labeur avait compté. Norman Biggs, qui le connaissait, le décrivait comme un être très timide, au tempérament serein. Le capitaine Jerry Roberts passa ses dernières années à militer pour la reconnaissance de toutes, de Flowers et de l'équipe Tunney. Il tenait à ce que le monde sache que le décryptage du Lorentz ne se résumait pas à Alan Turing, qu'il y avait d'autres figures et que l'exploit intellectuel de Bill Tutt était peut-être supérieur. Tony Sall déclara au New Scientist en 1997 que le décodage du Lorentz représentait la plus grande prouesse intellectuelle de toute la guerre. Le professeur Bela Boleba à Cambridge affirma: « Je suis certain que son travail a raccourci, voire décidé, l'issue de la guerre. » Bill Tutt lui-même évoqua sa découverte avec un humour pince sans rire. On aurait dit que j'avais brisé la clé par un raisonnement analytique pur. Au lieu de cela, on m'attribua un coup de chance immérité. Il y a une morale à cela.
Il y en a d'une, en effet. Parfois, les acteurs les plus cruciaux sont ceux qui gardent le silence sur leur réalisation. Parfois, le génie ressemble à quelqu'un qui fixe du papier 4 rails et pendant que les collègues se demandent s'il perd son titre. Parfois, les plus grands triomphes sont ceux que nul ne connaît. Churchill qualifiait les employés de Bletchley de oies qui pondent des œufs d'or sans jamais cacarder. Nul n'incarna cela plus fidèlement que William Tut.